Bonjour, je m'appelle Céline, je suis médecin généraliste et je parle au nom de la communauté médicale Unimeds. Nous souhaitons vous informer le plus efficacement possible sur l'épidémie actuelle, afin de vous aider à sécuriser votre quotidien. Pour cela, il suffit d'adopter les bons gestes et d'éviter les gestes à risque. Je constate tous les jours que beaucoup de patients ne comprennent pas comment se transmettent les virus respiratoires, tels que le coronavirus et le virus de la grippe. Ils ont du mal à intégrer les gestes barrières dans leur quotidien. Il faut dire qu'il est difficile de changer ses habitudes, ses comportements, surtout si l'on n'a pas une bonne compréhension du sujet et une grande motivation. L'épidémie actuelle nous montre les risques à ne pas être suffisamment informés. Grâce à cette vidéo, nous allons répondre à certaines de ces interrogations en approfondissant le sujet et en vous donnant la possibilité de comprendre les données actuelles de la science, ce qui, je l'espère, vous aidera à vous protéger aujourd'hui du coronavirus et aussi à l'avenir d'autres virus respiratoires. En effet, le coronavirus ou SARS-CoV-2, les virus de la grippe et les rhumes saisonniers se transmettent de la même manière. Vous allez donc apprendre des éléments qui seront utiles durant toute votre vie. Cela vaut bien quelques minutes de votre temps. Vous entendez beaucoup parler des gestes barrières que sont le confinement, la distance sociale de plus d'1 mètre, le fait de tousser et d'éternuer dans son coude, l'utilisation de mouchoirs à usage unique, se laver les mains très souvent avec du savon ou du gel hydroalcoolique, le fait de désinfecter les surfaces, etc. Si vous entendez autant parler de ces gestes barrières, c'est parce qu'ils sont très efficaces pour protéger l'ensemble de la population générale, et aussi parce qu'ils sont souvent suffisants pour éviter de tomber malade. Ils répondent à deux objectifs différents, soit protéger les autres et l'environnement de la contamination virale, soit se protéger soi-même pour éviter de tomber malade, soit les deux. S'ils sont efficaces et souvent suffisants, cela veut dire aussi que pour se protéger soi-même, la plupart du temps, il est inutile de porter des masques de protection individuels. En fait, c'est utile uniquement pour tous ceux qui ont des contacts fréquents et rapprochés à moins d'1 mètre, avec des personnes extérieures à leur entourage ou potentiellement malades. Le port de masque généralisé pour la population sert essentiellement à protéger les autres et la contamination de l'environnement. Les gants à usage unique sont absolument inutiles pour la population générale. De plus, la mauvaise utilisation des masques et des gants peut avoir un effet inverse, c'est-à-dire favoriser la transmission des virus au lieu de vous en protéger. Il ne faut pas oublier que ces équipements de protection sont des dispositifs médicaux. Ils nécessitent une formation pour être utilisés efficacement et en sécurité. Pour comprendre tout cela, nous allons voir ensemble les modes de transmission du coronavirus et des virus saisonniers. Ceci vous aidera à saisir les effets des gestes barrières et la manière de bien les appliquer dans votre quotidien. Voici des précisions sur les virus, qui seront peut-être utiles pour certains. Qu'est-ce qu'un virus ? Un virus est un microbe, c'est-à-dire un micro-organisme, ou encore un organisme minuscule invisible à l'œil nu. Il existe essentiellement 3 types de microbes. Les virus, les bactéries et les parasites. Tous les microbes ne déclenchent pas des maladies, certains sont même indispensables à notre survie. En effet, nous avons en nous une quantité plus importante de bactéries que de cellules humaines. Nous vivons en symbiose avec ce microbiote, il remplit de nombreuses fonctions utiles à notre organisme, il nous aide notamment à digérer. Concernant les virus, il y a plusieurs familles, plusieurs espèces et des modes de transmission différents. Et comme vous le savez, ils sont responsables d'une multitude de maladies. Méningite, conjonctivite, pharyngite, hépatite, gastro-entérite, etc. Notez que si l'on ajoute le suffixe « it » derrière l'appellation d'une zone anatomique, c'est pour spécifier qu'il s'agit d'une infection ou d'une inflammation.
Le coronavirus, comme la grippe, est un microbe qui infecte les voies respiratoires. Il se transmet par le contact d'une gouttelette infestée avec le nez, la bouche ou les yeux. Il s'arrête la plupart du temps sur les voies aériennes supérieures, c'est-à-dire dans le nez, dans la gorge, aussi appelée le pharynx, dans les amygdales, dans les cordes vocales, aussi appelées le larynx, et dans la trachée. Rarement, il descend infecter les poumons. Donc, la question la plus importante à se poser est: comment une gouttelette infectée par le coronavirus peut arriver au contact du nez, de la bouche ou des yeux? Cette gouttelette infestée peut se propager de deux façons. Soit par projection aérienne de gouttelettes de salive ou de sécrétion nasale d'une personne infectée, soit par contact de manière manuportée, c'est-à-dire portée par les mains. Les professionnels de la santé parlent de mode de transmission, gouttelette et contact. Pour bien comprendre la transmission par projection de gouttelettes, lorsque nous parlons, nous projetons des gouttelettes de salive à faible distance. Et quand nous toussons, éternuons, rigolons ou parlons fort, cela va un peu plus loin. Ces gouttelettes restent un bref moment dans l'air et se déposent ensuite rapidement sur les surfaces environnantes autour de la personne porteuse. C'est pour cela que l'on ne parle pas vraiment de contamination aérienne sous la forme d'aérosols qui resteraient en suspension dans l'air durablement. Les gouttelettes sont en majorité trop volumineuses pour rester longtemps en suspension dans l'air. Cependant, vous avez peut-être entendu des informations vous semblant contradictoires à ce sujet, notamment sur le fait que l'on retrouve des virus dans l'air plusieurs heures après le passage des malades. Je vais tenter de préciser ces informations tout en essayant de rester simple. Certaines études réalisées en conditions de laboratoire retrouvaient des traces de coronavirus ou de SARS-CoV-2 pendant 3 heures dans l'air. D'autres études en situation réelle n'ont pas confirmé ce point. Les données scientifiques évoluent rapidement à ce sujet, mais il faut apprendre à les critiquer. Il existe un problème majeur et commun à toutes ces études. Elles ne permettent pas de conclure sur le pouvoir contaminant de ce qui a été retrouvé. Autrement dit, on ne peut pas établir le lien entre le fait de retrouver des traces de virus dans l'air et le fait que ces traces puissent rendre malades les gens. En effet, d'une part, les données de ces études sont contradictoires, d'autre part, le fait que l'on retrouve des substances virales ne permet pas de dire qu'ils ont un pouvoir infectant. De plus, nous savons qu'être en contact avec le virus ne signifie pas forcément tomber malade. Pour tomber malade, il faut des conditions particulières. En plus d'un contact entre les virus et le nez, la bouche ou les yeux, il faut que ce contact soit suffisamment long et concentré. Ces conditions permettent que les virus aient le temps de se multiplier, de se propager et de passer à travers les barrières du système immunitaire. Certains scientifiques s'accordent sur les conditions particulières à combiner pour que la contamination aérienne puisse être possible. Rester plus de 45 minutes dans la même pièce avec un malade. Rester dans un espace fermé, peu aéré, surtout si l'air est humide et la charge virale élevée. La charge virale, c'est le dosage de la concentration du virus, autrement dit, la quantité de virus dans un liquide. Elle peut être importante, par exemple, dans une petite salle d'attente avec des personnes malades. Pour résumer, avec les données actuelles de la science, nous pouvons admettre qu'en général, l'air n'est pas contaminé, sauf dans les conditions particulières et rares que nous venons d'évoquer. Vous pouvez vous protéger des projections aériennes de toute personne porteuse en observant la distance de sécurité, c'est-à-dire 1 mètre minimum d'une personne qui parle et 1,50 m d'une personne porteuse qui tousse, éternue ou parle fort.
Pour bien comprendre la transmission manuportée, les virus présents dans les gouttelettes déposées sur les surfaces vont rester actifs un temps variable selon le type de surface, la chaleur et l'humidité ambiante. Ils attendent un contact avec une main, puis une muqueuse pour jouer leur rôle d'infestation. Une information importante concerne uniquement le coronavirus. L'environnement et les mains peuvent être contaminés aussi par un contact avec les selles des personnes malades. Attention donc aux parents d'enfants en bas âge, aux proches d'une personne âgée et aux professionnels de santé. Sachez que la personne contagieuse ne se reconnaît pas, car il existe des porteurs contaminants sans symptômes. C'est pour cela que lors d'une pandémie, en phase 3, tout le monde est suspect. Autrement dit, faites attention, vous êtes peut-être contagieux sans le savoir. D'où les mesures de confinement drastiques choisies par notre gouvernement au prix d'un lourd tribut économique. D'où aussi les réflexions actuelles sur l'éventualité du port de masque pour tous lors du déconfinement, l'objectif principal étant de réduire le plus possible la charge virale dans l'environnement en le préservant des projections de gouttelettes des personnes porteuses. En résumé, pour se protéger et protéger les autres de la projection aérienne de gouttelettes, il suffit de maintenir la distance de sécurité. L'utilisation des masques est réservée aux personnes bien formées, obligées d'être en contact fréquent et étroit avec les autres, et aux malades pour protéger l'environnement et les autres à l'extérieur de la maison. À noter que pour assurer une bonne étanchéité du masque, il vaut mieux que les hommes soient bien rasés. Pour se protéger et protéger les autres de la contamination par les mains, il faut garder les mains propres, donc se les laver souvent et correctement. Un lavage efficace au savon ou au gel hydroalcoolique dure 30 secondes et nécessite des gestes particuliers. À noter que les manches, ainsi que les bijoux, tels que les bagues et les bracelets, sont des sources de contamination, car ils retiennent les microbes malgré un lavage de mains soigneux. Pour s'assurer de garder les mains propres et de pouvoir bien se les laver, il faut retrousser les manches ou porter des manches courtes. Pour se protéger et protéger les autres de la contamination par les mains, il faut aussi éviter de se toucher le nez, les yeux et la bouche, surtout en extérieur, tousser dans son coude pour éviter de contaminer ses mains, jeter vos mouchoirs et masques immédiatement après toute utilisation et se laver les mains ensuite. Au quotidien, il faut se protéger des objets, des surfaces et de ce que l'on ramène de l'extérieur à la maison, par exemple des courses alimentaires, des clés et du téléphone portable. Je sais que beaucoup se posent des questions sur comment faire avec la nourriture et sur combien de temps le virus reste sur une surface. Les seules informations que nous avons proviennent de tests faits en laboratoire ou à l'hôpital. Mais attention, il existe une grande différence entre ces tests et le vrai potentiel infectant, dépendant de la charge virale. Comme je l'ai dit précédemment, pour tomber malade, il faut un contact suffisamment long et concentré avec le virus. En fait, nous n'avons aucune preuve scientifique sur le lien entre la présence des virus sur les surfaces et le fait que cela rende malade les gens. Je vais cependant vous présenter une série de gestes que j'ai décidé d'intégrer à mon quotidien. Je vous les propose car ils ne sont pas trop compliqués à réaliser et je pense qu'ils suffisent à sécuriser le domicile.
Laissez votre veste et vos chaussures s'aérer quelques heures à l'entrée ou à l'extérieur du domicile. Les autres vêtements ne sont pas considérés à risque pour vous, sauf, nous l'avons dit, concernant les manches et les bijoux. Déposez vos courses sur une surface que vous désinfecterez après rangement. Lavez-vous les mains dès que vous passez le seuil de la porte, avant et après déballage de vos courses. Rincez les fruits et les légumes à l'eau en arrivant à la maison avant leur rangement. Vous pouvez aussi rincer tous les emballages en plastique. Pour les autres produits frais qui ne peuvent être rincés, attendre 4 heures avant leur consommation. Quand vous cuisinez, faites attention au déballage des aliments. Évitez de produire un contact entre l'aliment et l'extérieur de l'emballage. Puis jetez les emballages sans attendre à la poubelle et lavez-vous les mains. Le virus est sensible au chaud et au froid, donc tout ce qui est congelé ou chauffé est sans risque. Désinfectez régulièrement les poignées de porte, les tables et les sols. Pour conclure, le meilleur moyen de se protéger, surtout en extérieur, est le respect strict des gestes barrières. N'oubliez pas, les différents coronavirus, la grippe et les rhumes saisonniers se transmettent de la même façon. Donc ce que vous avez appris pour aujourd'hui devrait vous servir tout le reste de votre vie. En sachant que la grippe tue chaque année des centaines de milliers de personnes dans le monde, il est intéressant d'intégrer pour toujours les fameux gestes barrières. Merci de votre attention et à bientôt pour de nouvelles vidéos dans l'univers médical d'Unimeds.